suis heureux d'être parmi vous, j'ai beaucoup de choses à vous dire, et je dois assurer aussi la transition avec le capitaine Fabre-Bernadac, dont j'ai particulièrement apprécié la fin. Et donc ce que je voulais vous dire en entrée, c'est que c'est bien, je suis bien venu vous voir pour vous parler, bien entendu, des armes de la victoire. C'est-à-dire qu'actuellement, nous avons beaucoup de personnes qui parlent du problème, mais comme le disent les panthères noires, ce qu'il faut savoir, c'est si on est côté du problème ou de la solution. Donc moi, je suis venu vous parler de la solution. Parce que décrire le problème, en médecine, c'est décrire un cadavre. Donc, nous avons... Donc, c'est les armes de la victoire pour 2027, Rassemblement pour la destruction et le rarement des symboles. Et donc, ce que je vous propose, c'est scientifique. C'est-à-dire que ça ne... Dans le principe, ça ne supporte pas la contradiction. C'est oui, point barre. Bon. C'est-à-dire que tout ce qui se discute est discutable, donc est sans intérêt. Alors, nous allons voir le grand angulaire, c'est-à-dire que je suis obligé de vous traduire, de vous redonner le cadre général de la guerre dans laquelle nous sommes, mais après, dans la pratique, c'est tout de même très simple. C'est-à-dire ce qui est à faire est très simple, et ce que je regrette, alors vous voyez là-haut, ils s'instruisent pour vaincre, ça c'est la devise de Saint-Cyr, dont il n'a pas été parlé. Ils s'instruisent, bon, le problème c'est que pour s'instruire, il faut avoir un logiciel, c'est l'intelligence. Et donc mon site s'appelle Réarmer l'intelligence. Parce que si vous n'avez pas les bons schémas de pensée, les bons schémas de décision, vous pouvez vous instruire, mais vous mettez dans les mauvaises cases ce que vous avez appris. C'est le cas de ce qu'on appelle la réinformation générale. Donc il faut avoir le bon cadre pour disposer de la bonne manière. Bon, et nous allons voir que faire. Alors je rappelle là-haut quand même la phrase de Machiavel, qui est une phrase citée par Place d'Armes. Effectivement, la meilleure des opportunités... donc, se trouve dans la pire des situations. Donc, nous sommes dans la meilleure des opportunités selon Place d'Armes. Et ce que je vais vous décrire, ce que j'ai regretté dans ce qui a été dit, c'est qu'on a l'impression que le passé est une page blanche. J'ai entendu dire par quelqu'un que je ne citerai pas qu'il n'y a pas d'antécédent. Il n'a pas été cité, si Sun Tzu qui a été cité, mais ce que je vais vous dire tient compte évidemment des stratèges asiatiques, effectivement principalement des stratèges britanniques, la manière de faire la guerre britannique. Avec Pitt, vous avez également Lyndon Hart, si vous voulez, qui est extrêmement important. Donc il faut tenir compte des stratégies, particulièrement de nos ennemis, qui sont les anglo-saxons, et qui se présentent comme nos ennemis. Bon. Alors, ce que je vais vous dire, si vous voulez, il faut retenir, il y a quelques mots-clés. Bon, il va y avoir un mot, c'est transfiguration. Parce que j'avais traité déjà les armes de la victoire en 2017, bon, pour 2022, 2022 est passé, maintenant c'est pour 2027. Bon. Et il y a le mot transfiguration qui est l'arme clé. Deuxièmement, il y aura un opérateur, c'est l'inversion. Il n'a pas été question de l'inversion du langage. Comment on nous présente comme des coupables alors que nous sommes les victimes. Il y aura un troisième, il y aura un symbole, c'est le bonnet phrygien. Parce que nous sommes dans une guerre des symboles, bien entendu. Et puis, ce que je vais vous proposer, c'est une révolution intellectuelle à ressort spirituel, et ça, c'est la clé. Alors, pour arriver à sortir du piège dans lequel nous sommes, il faut un choc d'intelligence. Et il faut un choc, nous verrons pourquoi, de transfiguration. Alors, ce que je vais vous décrire, c'est la prise du pouvoir, comment prendre le pouvoir, comment la première chose à faire, c'est se libérer de notre prison personnelle. J'ai entendu dire que nous ne trompons pas, nous devons accommoder la vérité, etc. Non, c'est pas ça. La première victime, c'est nous. Nous sommes prisonniers d'une emprise. Et je vais vous en parler d'une emprise parce que finalement, nous avons le schéma de notre ennemi qui nous dirige. Et nous utilisons les mots de l'ennemi. Donc, la première chose, c'est se libérer soi-même de notre prison intérieure. Et je vais vous en parler. La deuxième chose, ça a été abordé, c'est de se crédibiliser. J'ai entendu dire en permanence, certains disent qu'ils sont traités de tous les noms, etc. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Il faut se crédibiliser. Donc la deuxième chose à faire, finalement, et le mot a été utilisé par le commandant de parachutistes, qu'il a dit, nous allons parler après, c'est qu'il faut être conscient de sa légitimité. La première chose, c'est être conscient de sa légitimité. Et j'ai apprécié quand le capitaine Fabre-Bernadac a dit effectivement, a enfin utilisé les mots importants, s'ils sont justifiés, c'est traître. Moi, j'utilise ce genre de langage, et avec succès, depuis longtemps. Donc, il faut bien savoir quels sont les mots à utiliser. Dans le dictionnaire, est-ce qu'on a affaire à un traître, est-ce qu'on a affaire à un imbécile, etc. Et ça, c'est la clé. C'est la clé, c'est la clé. Donc, se crédibiliser par sa légitimité. Et là, nous avons affaire à ce qui n'a pas été évoqué, c'est le plafond de verre.
C'est-à-dire, comment se fait-il que pour arriver au pouvoir, il faut dire qu'on aime la France? Là, je pense à Sarkozy, je pense également à Macron. Et une fois qu'on est en pouvoir, on détruit la France. Donc pour réussir, on dupe les gens et après, on fait l'inverse. Ça s'appelle le plafond de verre. Comment se fait-il que la défense de la France soit exclue du pouvoir? C'est ça. Qu'est-ce que c'est que ce plafond de verre? Je vous en parlerai. C'est un langage, bien entendu. Et enfin, une fois que vous êtes libéré vous-même, et ça, c'est l'action individuelle qui a été invoquée, mais après, vous vous crédibilisez, et puis après, il faut prendre l'ascendant moral. C'est-à-dire que ça a été étudié, je vous parlais dans 2 mots du maréchal Foch, la question, c'est l'ascendant moral. Il y a les forces physiques et les forces morales. Comment est-ce qu'on a l'ascendant moral? Et l'ascendant moral, on l'a d'abord à travers un langage fort. C'est-à-dire qu'il faut bien savoir comment on appelle l'ennemi. Qui est l'ennemi? Et ça n'a pas été vraiment évoqué pendant cette journée. Voilà ce que j'avais à vous dire. Alors maintenant, ce que je vais vous dire également, c'est que les mots que j'ai particulièrement appréciés dans la lettre du parachutiste, du commandant de parachutiste, ça a été, il y a des mots tout à fait importants. Il y a eu d'abord le mot traître, qui est capital. Le mot traître, c'est important. Il y a la guerre de France, c'est important. Se légitimer. Et ça, c'est la clé. Alors maintenant, nous allons pouvoir commencer, mais j'évoquerai quand même, sur le langage, que ce livre indiquait déjà que j'ai écrit dès l'élection d'Emmanuel Macron, parce que quand vous écoutez quelqu'un parler, vous savez exactement ce qu'il va faire. Bon, c'est ce qui permet de prévoir des années à l'avance. Puisque mon premier livre, c'était 2 + 2 = 5. Déjà, en 1977, j'ai annoncé tout ce qui allait se passer dans l'enseignement. C'est facile, il suffit de bien différencier la chanson et l'air et la chanson. Il y a la chanson et puis l'air. Et donc, ce livre, Macron le président ventriloque, la figure du roi à la magie politique. Donc, je voulais vous dire, nous allons parler de magie politique. Il y a quand même une chose tout à fait extraordinaire. J'ai écrit ce livre en se basant sur un mot ventriloque. C'est l'art de Macron pour vous faire croire que c'est vous qui avez dit ce qu'il vous dit. Il y a un adverbe en même temps. Et ça, c'est la clé de l'équivoque, la clé de Machiavel. Et après, il y avait une phrase. La politique, c'est un style, c'est une magie. C'est ce qu'a dit Macron. Il a annoncé la couleur, que c'était un magicien. Mais l'armée, quand même, doit s'interroger sur cette arme qui est la magie, tout de même. Ça n'a pas été fait. Il y a la terre, l'air, la mer, mais il y a aussi la magie. Et aucun journaliste n'a posé la question, Monsieur le Président, vous dites que la politique c'est une magie, qu'est-ce que c'est? Aucun ne l'a posé. Et ça c'est l'essentiel, quand vous avez affaire à un magicien. Et je vais vous parler de la magie qui n'est pas nouvelle. C'est la magie qui nous opprime. Bon. Et simplement je dirais sur les phrases fortes, si vous voulez, ce que j'avais bien indiqué à l'époque, je m'étais référé en disant « Alors Français, si par malheur, ignorant ce glaive de vérité, érigé en arme de victoire, total par Gandhi, vous vouliez ignorer votre propre langue, la vérité de ce que vous êtes, la vérité de ce que vous défendez, la vérité du combat, etc. » Et j'avais dit, vous seriez dans la position de Boabdil, qui était le dernier sultan, de Grenade, quand il a dû l'évacuer, auquel sa mère a dit « Tu pleures maintenant comme une femme, ce que tu n'as pas su défendre comme un homme. » Donc, c'est la clé. Je ne vais pas lire le reste, nous n'avons pas le temps. Donc tout ça, ça a été dit. Alors maintenant, nous allons pouvoir progresser. Alors que faire? Nous allons avancer. Alors la première chose que vous devez voir... Alors là, vous voyez une carte du monde. C'est pas par hasard, ça veut dire 2 choses. D'abord, la France est au centre du monde. Quelqu'un que je connais a cherché des cartes, mais dans toutes les cartes bien faites, c'est la France qui est au centre du monde. Et c'est pas par hasard. Et vous devez le savoir que la France, c'est pas par hasard qu'elle est au centre du monde, et la France, ça n'a pas été dit, a la clé de la problématique mondiale. Parce que si nous parlons de l'Occident, nous pourrions parler des Asiatiques, il y a 2 modèles. Il y a le modèle français et le modèle anglo-saxon. Le modèle français, c'est le modèle créateur, et le modèle anglo-saxon, c'est le modèle prédateur. Et nous avons une prédation mondiale, et la France a une vocation, finalement, de donner ce bon message pour le monde. Alors n'oubliez pas la France qui est au centre. Voilà, ça continue. Alors, le plan. Donc le plan, le champ de bataille. Donc c'est un monde à l'envers. Nous allons voir ensuite la riposte, c'est l'appel de place d'armes. Ensuite, le déni de régalien, c'est la non-réponse à place d'armes. Ensuite, que serait le système politique régalien idéal? J'ai entendu dire par quelqu'un qu'il n'y a pas de système idéal. S'il y a un système idéal, c'est le système français. Et je vous le démontrerai. Bon, ensuite, le plafond de verre auto-immune. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui parlent de suicide. Enfin, c'est quand même étonnant. Quand vous avez affaire à quelqu'un qui va mal, il y a 3 possibilités. Soit la personne meurt de sa belle mort, soit elle est assassinée, soit elle est suicide. Et tout le monde ne parle que de suicide. En fait, on a l'impression que c'est un suicide,
parce que c'est une maladie auto-immune, c'est-à-dire le langage qui nous est posé nous conduit nous-mêmes à nous censurer, à nous détruire. Et ceux qui sont médecins dans la salle savent ce que je veux dire. Donc c'est une maladie auto-immune, et auto-immune des droits de l'homme, de l'inversion des valeurs et du bonnet phrygien dont nous allons parler. C'est le symbole. Sixièmement, les armes de la victoire, la purgation illuminative du plafond de verre. Comment on retrouve les armes de la victoire? Quelles sont-elles? Bon. Ensuite, le but de guerre, c'est la prise du pouvoir régalien. C'est un terme qui n'a pas vraiment été prononcé. Le problème, il est régalien. Et j'avais entendu Bertrand de Richouf, c'était intéressant, qui parlait des banlieues. Apparemment, il a dit qu'il n'y a que le régalien qui tient. Mais le régalien, c'est le roi. Et nous sommes en République. Bon. Ensuite, méthode. La méthode, opération résurrection symbolique. Et puis après, le lancement, opération transfiguration. Donc, la question aussi que je vais évoquer, c'est celle de Clémenceau, qui avait dit « la révolution est un bloc ». Donc en fait, le problème, c'est la révolution est-elle ou non la solution? Et là, nous sommes sur la destruction. Alors l'idée de constat de base, c'est que nous avons un trésor immense, et que nous sommes réduits à rien. Quand vous considérez ce qu'est la France, et quand vous promenez ici, c'est hallucinant, le trésor de la France. Les symboles, les abbayes, les châteaux, les maisons, le paysage. Donc, c'est ce paysage, c'est ce trésor que le monde entier nous envie. Il nous envie tellement, je le dis pour ne pas l'oublier, que la franc-maçonnerie a pris tous nos symboles pour les inverser. Le mot franc-maçonnerie n'a pas été prononcé, c'est quand même quelque chose d'important. Donc nous avons le trésor des symboles, le trésor des Visigoths, et puis nous sommes là, apeurés, en train de demander pardon, comme si nous étions coupables. Nous avons ce trésor, et nous sommes réduits à rien. Donc les Français sont sonnés, paralysés, de chaque fois quoi faire devant la substitution de l'Empire anglo-saxon à la France. N'oubliez pas qu'il y a seulement 3 fois mon âge, si je peux dire, la France était la Chine de l'Occident. À la veille de la Révolution, la France était le pays le plus peuplé d'Europe, le plus puissant, et il est encore le plus admiré. Parce que nous tenons par quoi? Par le tourisme. Le monde entier vient de voir ce que nous ne voyons plus, finalement, et nous tenons par le luxe et par le tourisme. Et ça, c'est merci Louis XIV. Heureusement qu'il est encore là. Bon. Alors, la solution, comment mettre en ordre de bataille la vérité politique? J'ai entendu parler de vérité. C'est bien la vérité. Mais la vérité, comment est-ce qu'on l'établit? Et comment est-ce qu'on la met en ordre de bataille? Il suffit pas de dire que c'est vrai. Donc ça, nous allons en parler. Bon, donc mettre en ordre la vérité politique pour inverser le sens de l'histoire. Nous n'avons pas le choix. Ou nous inversons le sens de l'histoire, ou c'est l'histoire qui va nous renverser. Il n'y a pas de solution. Quand vous êtes sur une courbe descendante, c'est pas la peine de sortir de Saint-Cyr pour savoir que vous allez vous écraser. C'est ce qui a été dit. Donc, quand vous êtes en voiture, il vaut mieux inverser la vapeur. Sur les voitures, il y a une marche arrière. Et sur notre... Bon, bref. Alors, deuxièmement, donc une vision conceptuelle de la guerre à mort qui nous est faite. Il faut avoir la vision du champ de bataille. Je n'ai pas entendu parler de vision stratégique. Deuxièmement, il y a une figure symbolique de l'ennemi résumant tout ce que j'ai à vous dire et dont vous devez mettre en œuvre l'anéantissement. Nous verrons ça avec le bonnet phrygien. Et troisième, donc le symbole maintenant, c'est le symbole régalien de notre libération. Quel est le symbole qui va nous libérer? Bon, alors, il n'y a que 2 puissances au monde, disait Napoléon, le sabre et l'esprit, et à la longue, le sabre est toujours vaincu par l'esprit. Donc je suis venu vous parler d'esprit, puisque c'est le sabre qui sera vaincu. Bon, mais on va s'en servir quand même. Donc, voilà, il faut poser des baïonnettes spirituelles, il faut poser des baïonnettes spirituelles. Alors après, la France atrophiée, envahie, désarmée. Donc, ce qu'il faut bien voir, c'est que depuis 1715, j'ai entendu des parties, depuis 1715, la France de Louis XIV, au départ, était le premier royaume au monde. Et en 1751, il faut ne pas oublier que le pape des Lumières, de l'Europe des Lumières, soi-disant de la philosophie, Voltaire, disait « Le siècle de Louis XIV a été le siècle le plus éclairé qui fut jamais ». Donc le siècle des Lumières, c'est pas celui du XVIIIe des philosophes, c'est celui de Louis XIV, du roi Soleil. C'est normal qu'il soit le plus éclairé d'ailleurs, si je peux me permettre la plaisanterie. Bon, ma manière. Alors ensuite, le 5 juillet 1789, parce qu'on n'a pas parlé de la guerre de l'ennemi. Personne ne sait ce que c'est que la guerre britannique. Il faut étudier la guerre britannique. Il faut avoir étudié le débarquement. Il faut savoir ce que c'est que l'opération Bodyguard. Comment les Anglais ont fait croire aux Allemands qu'ils allaient débarquer dans le Pas-de-Calais et qu'ils ont débarqué d'où était parti Guillaume le Conquérant. Donc et ça c'est une tradition viking. La tradition viking, nous parlons de Luna, quelqu'un me le rappellera si possible, la tradition viking, c'est la tradition de connaître l'information. Et ça les anglo-saxons ont hérité. Alors, le 5 juillet, donc c'était avant le 14 juillet, William Pitt au Parlement dit « Ma manière de faire la guerre aux Français est plus sûre que celle des armes. » Quelle est cette guerre? Je vais vous en parler, c'est la magie.
la magie politique, Macron venant d'ailleurs d'Angleterre, si vous avez remarqué. Il a débarqué. Bon, alors, en 1976, Alain Peyrefitte identifie le mal français. Mais il n'a pas su trouver la réponse. Donc il identifie. Mais je vous rappelle, je ne vous l'ai pas dit, mais que Voltaire parle du déclin de la France dès 1750. C'est-à-dire que le summum, c'était Louis XIV, et après, il y a un déclin. Ensuite, en 1995, Mitterrand dit « Ce qui est en cause, c'est l'identité culturelle de nos nations. La France ne le sait pas, mais nous sommes en guerre avec l'Amérique, ou une guerre permanente, une guerre vitale, une guerre économique, une guerre inconnue permanente, une guerre à mort. » Mais comment se fait-il? Tout ça, ça a été dit, Asselineau l'a repris, etc. Alors, il a été question, justement, de se rassembler, et c'est pour ça que je le dis d'avance, la place d'Armes, c'est l'endroit où on se rassemble. Donc, il y a un destin pour la place d'Armes si Place d'Armes le saisit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des personnes qui doivent parler isolément, il faut effectivement un quartier général, il faut un rassemblement, il faut une doctrine de guerre, etc. etc. Bon, puisque on est en guerre, si on est en guerre, ben, il faut avoir une stratégie. Le 16 mars 2020, Macron dit « Nous sommes en guerre contre un ennemi qui est invisible, insaisissable, qui progresse et cela requiert notre mobilisation générale. » Il est dans le concept de l'invisibilité. Je continue. Depuis 1789, la France a connu 14 constitutions, 8 occupations sur 70 ans, alors qu'elle n'avait pas été envahie depuis la ceinture de Vauban qui a été citée. Bon, voilà où on en est. Et nous sommes réenvahis. Alors là, donc il y a un problème là. D'ailleurs que quand quelqu'un, comme le disait le professeur Perron, quelle erreur dont il m'a fait commis, c'est que ce sont des gens qui sont très compétents. Ils ne se trompent jamais dans l'erreur. Ils font toujours ce qui est contre notre intérêt. Donc là, on est devant un problème systémique. Ce n'est pas une erreur d'un gouvernement, c'est le gouvernement lui-même qui est une erreur. Et nous allons voir comment faire, comment trancher le problème. Alors, donc 2023, c'est le centenaire jusqu'au boutiste du maréchal Foch. Ce qui est très important, c'est que le mot jusqu'au boutiste vient de 1922. C'est-à-dire que le maréchal Foch voulait aller jusqu'au bout, c'est-à-dire à Berlin. Et nous allons en parler, c'est la trahison. Le mot trahison a été utilisé, il était utilisé par Foch contre Clémenceau, qui voulait le voir jugé en haute tradition. Personne ne se rappelle, ne se souvient du combat de Foch pour gagner la guerre. Et Foch a dit « j'ai gagné la guerre », et il a dit Clémenceau, le père la victoire, vous avez perdu la paix. Et le mot perd la victoire, et Alexandra Véreux s'est transformé en père, P-E-R-D, il perd la victoire. Et là, c'est des morts, c'est du sang. Bon, donc voilà. Et alors Foch, c'était la dernière occasion de donner un coup d'arrêt au déclin. Je rappelle que Foch, il n'y a pas très longtemps, c'était il y a un siècle, la France c'est lui le généralissime des armées alliées. C'était pas l'OTAN, c'était la France. Et la victoire de 14-18 avec tous les morts qu'on a, et le 11 novembre on va être fêté, c'était la dernière chance si vous voulez, de la France pour gagner, si vous voulez, sa position en Europe. Et évidemment, il y a eu un traité truqué, parce que les anglo-saxons truquent toujours les traités. Foch disait, il nous faut 100 000 hommes sur le Rhin. Le 100 000 hommes a été cité tout à l'heure pour l'armée. Il faut 100 000 hommes sur le Rhin. Et les anglo-saxons ont dit à Clémenceau, mais non, c'est pas la peine d'avoir 100 000 hommes sur le Rhin. Nous vous garantissons notre alliance. Et quand, effectivement, la France a perdu cette notion de garder le Rhin, à ce moment-là, les anglo-saxons ont fait un bras d'honneur en disant, bon, de toute façon, le traité de Versailles n'a pas été ratifié par le Congrès, et ils ont dit, vous n'aurez pas notre aide. Et Foch raconte très très bien, dit très bien comment, toute la carte du traité de Versailles préparait la guerre avec l'Allemagne. Il le dit extrêmement clairement. Comment se fait-il qu'il n'y ait pas de tradition de ces grandes vérités, puisqu'on parle de vérité? Et c'est là que le rôle d'une véritable école de guerre, et puis tout à l'heure on a parlé de... L'école de guerre est revenue, le mot a été supprimé, et c'est le rôle de Place d'Armes de réorganiser l'intelligence, de la mettre en ordre de bataille, de garder notre expérience militaire, et ne pas tourner en rond comme nous le faisons. Alors, la guerre de représentation. Nous sommes dans une guerre de représentation. Et ça, je l'ai écrit dans mon livre, le livre Syndrome de l'Ortelan, qui a été pris par François Asselineau, mais qui n'a pas repris ce qu'il fallait. C'est-à-dire que nous sommes dans une guerre dans laquelle on nous fait voir exactement l'inverse de la réalité. Vous avez des gens qui débarquent à Lampedusa, ce sont des envahisseurs. Ce sont des envahisseurs. Et on vous dit, mais non, ce sont de pauvres blancs. Non, ce sont des envahisseurs. Et là, je le dis pour ne pas oublier, vous avez, en 890, les Vikings qui attaquent la ville italienne de Luna, justement en jouant aux chrétiens. En disant, ah, notre chef va se convertir, etc. Alors, les braves chrétiens de Luna disent, oh, comme ils sont bons, il va se convertir. Et puis après, il attend un peu, puis on dit, ah, le chef est mort, mais il voudrait t'enterrer en terre chrétienne. Et le chef Hastings, des Vikings,
pendant la messe, alors qu'on va l'enterrer, tous les vikings sortent leur épée et coupent la tête des habitants de Luna. Voilà ce que nous prépare le pape, le soi-disant pape, le loup déguisé en agneau qui se fait appeler le pape François. Il n'y a aucune pitié à avoir pour des envahisseurs. Le summum, si vous voulez, le summum juste, c'est le salus populi summa lex, c'est que le salut du peuple. Et quand vous voyez ces jeunes en pleine santé qui fuient, je vous rappelle qu'en 14, les jeunes qui fuyaient étaient fusillés. Donc ceux qui en appellent des migrants, ce sont des fuyards qui abandonnent leur famille, etc. Et en plus, avec cette organisation. Donc arrêtons d'être détruits par une fausse pitié, une fausse charité. Machiavel disait déjà à l'époque, je passerai vite quand je l'aurai, notre religion ne nous oblige pas à être égorgés. Ce sont des loups déguisés en agneaux. Ce sont des ennemis. Et quand on nous apitoie, soi-disant, sur la Méditerranée qui sera un cimetière, c'est une imposture. Voilà. Donc, il faut inverser le sens de l'histoire. Vous voyez, et je vais vous parler, je vous remercie, vous commencez à suivre, c'est de l'arme secrète d'aveuglement et d'invisibilité. Nos ennemis se rendent invisibles et nous culpabilisent. Donc c'est ça. Et alors il faut pour ça, comme vous l'avez fait en applaudissant, il faut inverser le cours de l'histoire, il faut un suprême choc d'intelligence, il y a un truc. Et c'est ce truc dont je vais vous parler. Je me rappelle parce que pendant la guerre d'Indochine, la guerre d'Algérie et compagnie, j'avais de la famille qui était là-bas, et je me suis dit, c'est quand même étonnant, c'est toujours ceux qui ont raison qui perdent. Et je vous rappelle que l'armée française a gagné en Algérie, mais elle a perdu à Paris. Je ne parle pas de l'indépendance ou pas, mais quand vous faites assassiner 80 000 des harkis alors qu'ils devaient vous protéger, il y a quand même un problème. Donc on a toujours l'armée qui gagne, et après, la trahison, dont il a été évoqué, fait perdre ce qui avait été gagné. Et c'est en continu. La guerre de 14 avait été gagnée sur le terrain, 1 400 000 morts, et par la trahison de Clémenceau, finalement, eh bien, la France a perdu sa position hégémonique, l'Allemagne a été consacrée, et après, je ne vous parle pas des 40 à 60 millions de morts qui y a eu après. Donc, on a un problème de choc d'intelligence. Et Clémenceau, je vous dirais comment il s'est battu, il s'est quand même bien battu, mais c'est peut-être pas tout à fait aussi bien battu qu'il aurait fallu, en tout cas. Enfin bon. Mais en tout cas, il a dit, je prends position devant l'histoire, je veux sauver mon honneur, voilà, c'est une trahison. Et alors, quelle est la tradition militaire qui a gardé cette trace de l'héroïsme de Foch? Rien. Bon, c'est ça. Voilà, alors, il faut inverser le cours de l'histoire. Alors, nous allons continuer. Le champ de bataille. Alors, quel est le champ de bataille? Tout le monde vous en a parlé, je vais aller très vite. Mais vous l'avez en tête. C'est un monde à l'envers. Nous sommes dans l'absurdistan. C'est un terme qui a été utilisé d'ailleurs par un magazine allemand. Nous sommes dans l'absurdistan en permanence. Vous avez des gens qui vous envahissent, on dit « Oh, comme ils sont bien, donnez-leur de l'eau ». Et puis après, vous avez le douanier qui leur donne le formulaire pour aller trouver l'association qui va leur faire... Non mais, on est dans l'absurdistan en permanence. Bon, on avait le nucléaire, il y a le président Macron qui arrête le nucléaire. Puis on va dire « Faut avancer ». Nous sommes dans l'absurdistan, mais ce n'est pas une erreur. Ils sont très compétents. C'est un système pour nous tuer. Et quand on a quelqu'un qui veut nous tuer, ça doit nous rendre intelligents. Donc, l'absurdistan, règle d'or de la représentation, c'est exactement l'inverse. Bon, alors vous avez l'école. Alors l'école, vous voyez, l'école qui marche à l'envers, chaque fois qu'il y a une réforme, c'est pour détruire l'intelligence. Mon premier livre, nous allons le voir, a bien décrit la destruction de l'intelligence qui est voulue. C'est voulu. Alors je vais rapidement. La République en marche a mis la France à l'arrêt. C'est l'absurdistan. Bon, comme jamais dans l'histoire. Sauver des vies quoi qu'il en coûte. Je l'ai écrit d'ailleurs parce que dans mon langage, j'ai bien traité Macron d'assassin, j'ai bien évalué à 25 000 morts, je n'ai pas été suivi par les résistants en peau de lapin, j'ai surévalué après 40 000, l'assassinat de 40 000, si vous voulez. Donc, sauver des vies, non, massacre dans les EHPAD. J'étais en première ligne dans les EHPAD. Il faut voir ce qui s'est passé, on n'a pas le temps d'en parler. Et puis après, quoi qu'il en coûte, mais quoi qu'il en coûte à qui? À nous. Bon, et maintenant nous sommes ruinés. Mais... Donc, la question, je le dis pour ne pas l'oublier parce qu'il faut aller vite, il manque une voix, il manque une autorité alternative à celle du gouvernement. Il faut qu'une autorité dise « voilà où est la vérité, voilà les bonnes réactions ». Et Louis XIV, quand il a vu que certains officiers ne remplissaient pas la fonction, il a créé le lieutenant. Lieutenant-colonel, c'est celui qui tient lieu du colonel. Le colonel, on met un lieutenant-colonel pour faire le travail que ne fait pas le colonel. Et donc, il a doublé la ligne de commandement. Eh bien, il faut faire maintenant un lieutenant-gouvernement,
un lieutenant au ministère des Armées, etc. Il faut doubler, il faut qu'il y ait une voie alternative qui organise le pays. Et ça, c'est la vocation de Place d'Armes à faire. Alors, nous allons pas l'énergie, les retraites. Quand on vous dit, écoutez, comment pensez-vous qu'on peut supporter de dire qu'on est en démocratie alors que quand il est avéré que 80% des Français ne veulent pas quelque chose, eh bien ça continue quand même. Bon, les Français n'ont pas voulu la suppression de la peine de mort. Bon, ils n'ont pas voulu... Alors le fameux mariage pour tous, c'est... Eh bien les gens ont peur. Non, mais qu'est-ce que ça veut dire? Depuis le début du monde, on sait très bien comment ça marche. Ni le pape, ni les évêques, ni personne n'a osé. Pourquoi? Ça a été évoqué tout à l'heure, les gens ont peur d'être traités de fascistes, de ci, de ça, etc. Mais donc, ça c'est le plafond de verre, il faut faire exploser le plafond de verre, et il faut que l'espoir change de camp, le combat change à l'âme. Maintenant, il faut terroriser les terroristes. Mais ça, c'est un problème de langage. Nous avons un aveuglement du langage, c'est-à-dire que nos ennemis ont un langage tueur, culpabilisateur, et nous n'avons rien en face. Quels sont les mots? Et ça, c'est le sujet. Bon, alors, cette phrase, Macron est très important, parce que comme il dit exactement l'inverse de la vérité, qu'on peut le citer, ce qu'il fait, c'est très important. Macron a dit cette phrase importante, et pour être crédible, il faut citer une autorité. Alors, le président, vous pouvez quand même le citer. C'est pour ça que j'ose vous parler de la magie, sinon j'aurais jamais osé, parce que c'est une vérité de Macron. La politique, c'est une magie. Donc, il faut savoir que maintenant, oui, nous sommes dirigés par un magicien qui, hop, vous fait vous enfermer chez vous. Hop, il vous fait faire vous-même votre déclaration pour l'autorisation de sortir. On a eu ça. Donc c'est un petit coup de magie. Toc, toc, toc. Bon, il faut comprendre que c'est la magie. Bon, alors, Macron a dit, il y a dans le processus décisionnel, et dans son fonctionnement, il y a, dans le processus démocratique et dans son fonctionnement, il y a un absent, la figure du roi. Et il dit, les Français n'ont pas voulu la mort du roi. Mais il ne dit pas, qui a voulu la mort de Louis XVI? C'est un vrai sujet. Et là, actuellement, nous avons un processus décisionnel politique qui ne fonctionne absolument pas. Et quel est le truc de ce systématisme? C'est toujours l'inverse de ce qu'on veut. Comment inverser cette attitude? Une seule cause, une carence du système régalien. Je prends un exemple. Vous avez des gens qui débarquent chez vous et qui n'ont pas le droit. Ça, c'est le... Bon, non, le principe régalien, c'est que le roi ou le régalien doit protéger la population. S'il y a donc après, principal, mineur, il y a quelqu'un qui agresse. Le syllogisme dit qu'il faut que le régalien défende la population. Eh bien ça marche jamais. C'est-à-dire que nous ne sommes jamais défendus. Voilà. Bon, alors, une seule cause, une carence du syllogisme régalien. Alors, ça je vous le dis rapidement, c'était mon premier livre de nouvelles mathématiques pour une nouvelle société. Je vais rapidement, mais en 77... tous les mathématiciens ont dit que la formation donnée dans les écoles des maths, c'était un exercice nuisible à l'intelligence. Donc il y a eu un plan de crétinisation dans les écoles volontaire. Je pourrais vous en parler, tout mon livre donne les preuves. Bon, mais là encore, ça n'a pas été traduit en termes politiques. C'est-à-dire que les parents ont laissé faire, tout le monde laisse faire, et c'est le sujet qu'on a, comment reprendre la main. Parce qu'il ne suffit pas de voir quelque chose, comment l'observation se traduit dans la réalité, si vous voulez. Il ne suffit pas de dire que ça va mal. Bon, et là, Place d'Armes est tout à fait la crédibilité de ce qu'il faut. L'armée, c'est un bras régalien, c'est un organe régalien. Donc l'armée, Place d'Armes représentant l'armée, a vocation pour parler. Et je ne vois pas pourquoi, dans un État soi-disant démocratique dans lequel il y a la liberté d'expression, il y a ceux qui savent ne peuvent pas parler. Mais s'il n'y a que les gens qui ne savent pas qui peuvent parler, eh bien ils vont voter toujours pour le gouvernement. Donc il faut... L'armée doit parler. L'armée doit donner la vérité. C'est à elle de donner. Et là, en 2023, donc, ce qui est important, c'est le petit personnage qui coupe le rapport entre la cause et l'effet. C'est-à-dire que le but des mathématiques modernes, c'était de désapprendre le raisonnement. Et le raisonnement, c'est le pouvoir du faible en face du pouvoir. Si vous ne pouvez pas avoir la parole et raisonner, vous êtes mort. Et donc, ils ont détruit la capacité intellectuelle à l'école pour maintenant en faire de nous des moutons obéissants. Donc la clé, c'est de couper la logique. Alors, la riposte. Place d'Armes, voyant la situation, que nous voyons tous dans la médecine, à l'école et partout, hein, eh bien, Place d'Armes a fait une riposte. C'est effectivement... Donc, la Place d'Armes a poursuivi... a fait la lettre des généraux et poursuivant deux objectifs, créer une fraternité d'armes. Je vais assez rapidement. 21 avril 2021, tribune des généraux dénonçant le délitement, donc la destruction du pays. Bon, je vais rapidement. L'heure est grave, la France est en péril. Bon, alors après, évidemment, ce qui est mis en évidence, c'est l'honneur et la patrie. Vous remarquerez que l'armée
Quand vous envoyez des gens à la guerre, il n'y a pas marqué liberté, égalité, fraternité. Sur les bateaux, il n'y a pas marqué ça. C'est honneur et patrie. Donc les gens veulent bien mourir pour honneur et patrie, mais pas pour liberté, égalité, fraternité. Tiens, c'est étonnant. Sur les champs de bataille, mort pour la France. Il n'y a pas marqué mort pour la République. Et je vous rappelle, pour ne pas oublier, Rousseau disait que tous les régimes qui ont des lois sont des républiques. Donc même les cannibales, à la limite, c'est une république. Bon, voilà. C'est un mot fourre-tout. Bon. Donc c'est la question d'honneur, nous allons en reparler, qui est remise en avant. Honneur et patrie, ce ne sont pas des valeurs creuses. Liberté, la liberté du renard n'est pas la même que la liberté de la poule. Donc ça ne veut rien dire. L'égalité, bon voilà, on peut le faire. Donc ce sont des mots creux, ce sont des opérateurs équivoques qui permettent au pouvoir de dire moi j'applique l'égalité là, par exemple le mariage. Vous ne pouvez pas égaliser autre chose, vous n'avez pas le droit de dire le mariage, je légalise à ce que c'était depuis le début du monde. Non, non, c'est le gouvernement qui dit l'égalité, ça sera qu'on ouvre ça à tout le monde. Voilà. Donc c'est un moyen pour eux de faire tout ce qu'ils veulent. Ça leur donne le pouvoir absolu. Alors, bon. Donc, les militaires disent nous sommes prêts à soutenir la politique du gouvernement. Là, c'est une erreur, excusez-moi. C'est-à-dire que c'est le gouvernement, c'est le problème, c'est pas la solution. Donc si les militaires attendent, ce qui est logique, du gouvernement, la politique, la solution, ça ne viendra jamais. Parce que justement, ce sont les politiques qui nous tuent. Donc là, il y a une petite énigme dont nous allons parler. Alors, la France est en péril de mort, il y a les valeurs militaires et régaliennes, bon, honneur, patrie, et j'ajoute fidélité, les traditions pérennes. Donc ça, c'est du côté de la solution. Et le déni de régalien. Je vais rapidement, c'est-à-dire que c'est normal, l'armée se dit il y a un problème, et s'adresse aux gouvernants. Bon. Le syllogisme régalien, les gouvernements devraient répondre. D'ailleurs, je pense que quand même, Place d'Armes aurait pu peut-être se comporter un petit peu autrement, en se considérant comme l'autorité qui s'adresse au président. Bon, s'il n'y a pas de réponse, c'est inadmissible. C'est inadmissible de ne pas répondre, même à l'Élysée. Moi, quand j'ai écrit à l'Élysée, ça a beaucoup changé. Mais en principe, j'attends une réponse. Un jour, j'appelle l'Élysée, j'ai dit, je vous envoie telle lettre. Vous l'avez reçu? Oui, je l'ai reçu. Et après, à l'autre bout du fil, on me dit, alors qu'est-ce que vous attendez? Bien, moi, quand j'écris, j'attends une réponse. Ils n'y avaient pas pensé. Vous voyez où on est. Donc, on a un déni régalien. Bon. C'est-à-dire qu'on a le ministre, même Florence Parly, qui ne connaît pas rien du tout à l'armée ni rien, qui se dit qu'il y aura des sanctions. On vous en a parlé. Bon. Comment fait-il que dans notre République, le pouvoir... Alors, et après, il y a le 11 mai 2023, l'Union sacrée. Donc, ça, c'est Place d'Armes qui lance l'idée de l'union sacrée. Il s'adresse à tous les amoureux de la France. Mais là encore, c'est un problème. C'est-à-dire que quand vous avez un problème, vous-même, c'est jamais à un groupe que vous adressez. Bon, lettre au gouvernement, ça ne veut rien dire. Il faut écrire au président de la République, il faut le responsabiliser. Dans l'armée, quand on donne un ordre, on donne un ordre à quelqu'un. Et on lui demande de répéter pour être sûr qu'il a bien compris. Bon. Après, quand vous vous adressez aux amoureux de la France, c'est trop vaste. Et j'ai entendu dire, ah, les Français, ils feraient... Ça ne veut rien dire. Les Français n'existent pas. Hein, si vous voulez du pain, vous ne faites pas un appel aux Français, vous allez voir le boulanger. Donc il faut s'adresser à la bonne personne. Quand vous êtes malade, vous ne dites pas appel aux Français, je suis malade. Non, vous allez voir le médecin. Donc il faut s'adresser à la bonne personne. Bon, alors après il y a eu la verbalisation, on ne va pas en parler, mais comment est-ce qu'il faut faire quand on est maltraité? Est-ce que les 135 €, il ne fallait pas réunir tout ça et demander une audience au ministre des Armées? C'était lui qui avait fait la chose, ou alors au président de la République. Et là, vous rentrez dans un débat. C'est-à-dire que vous avez une autorité illégitime et vous montrez qu'elle est illégitime. Vous faites la démonstration. Vous dites, voyez, il est président de la République, comment se fait-il qu'il ne fait pas ce qu'il faut? Et là, vous êtes en train de disqualifier le pouvoir illégitime. Mais ça demande une démonstration. Il ne suffit pas de dire que quelqu'un est un traître, il faut le prouver. Il faut l'amener, et ça n'a pas été fait. Bon, alors là, il y a dans le processus démocratique et dans son fonctionnement, etc., c'est ce qu'avait dit Macron. Oui, il y a un dysfonctionnement. Monsieur le Président, vous avez dit qu'il y a un dysfonctionnement. Eh bien, c'est ce que nous constatons. Et vous ridiculisez Macron. Parce que le ridicule fait partie des armes de guerre, dans certains cas. Bon, donc l'appel de Place d'Armes, ayant conduit au déni des régaliens, confirme au plus haut niveau le constat général d'inversion du monde, d'un monde à l'envers, de l'aveu d'absent de Macron. Donc l'absent dans le processus... Donc il y a un absent au haut de l'État. Alors là, on est dans un syllogisme, c'est qu'effectivement, le destin manifeste de Place d'Armes, l'armée, c'est la nation, disait Napoléon. Je ne suis pas totalement d'accord avec ce qu'il dit, mais quand même, c'est un précédent, puisque Napoléon était à l'origine de nos institutions renouvelées de la royauté. Bon, donc cette idée qu'effectivement,
si vous voulez, l'état d'urgence a été évoqué, effectivement, dans certains cas, l'armée prend le relais. Mais ce qui est important de voir, c'est qu'il y a un déni de régalien. Alors, comment le syllogisme se passe-t-il? En principe, c'est le politique qui dirige l'armée. Ça, c'est les fameux syllogismes. Donc l'armée, effectivement, quand elle a un problème, elle s'adresse au politique. Et le politique dit ce qu'il faut faire. Mais quand ça ne se passe pas, l'armée est coincée. C'est ce qui a été dit, c'était que le coup d'État en France, c'est pas une grande tradition, on va pas en parler, il y a des précédents, mais donc l'armée est bloquée. Elle est là, puis il se passe rien. Et puis la situation se dégrade, et puis on va dans le mur. Alors, quelle est la solution? Ben, la solution, elle passe sur la politique. Qui dirige le politique? C'est-à-dire que le militaire obéit au politique, mais la politique, finalement, est d'ordre symbolique. C'est-à-dire que le politique, il doit obéir au symbole qui représente la nation, si vous voulez, le pays. C'est ça. Et donc, la question, c'est quel est le symbolique qui tient le politique? Et nous verrons que ce n'est pas le bon. Et donc, il faut faire la guerre au symbolique et se légitimer sur le véritable symbolique contre l'imposture du faux symbolique qui est affiché. Il n'y a plus le maire n'est pas là, c'est bien. Sur toutes les mairies, nous allons en parler. Quel serait le système politique idéal? Alors là, bon, j'ai fait une intervention le 29 juin et je vais vous en parler rapidement. Il faut comprendre à quel jeu on joue. C'est-à-dire que quel est le système politique dans lequel on joue. Alors, révolutionner la représentation, tout est langage. Donc il faut bien comprendre que tout est langage. Et il y a une malédiction sur le pouvoir. C'est-à-dire que la révolution a été faite en disant « le pouvoir c'est mauvais ». Les marxistes disent « le pouvoir c'est mauvais ». Le patron, il est mauvais, il est paternaliste. Les parents oppriment les enfants, les hommes oppriment les femmes. Donc dès que vous partez de cette idée que la hiérarchie, vous inversez la hiérarchie, la hiérarchie protège normalement. Le père protège la famille. Bon, la famille protège les enfants. Bon, le militaire protège... Quand vous inversez, vous disiez, dès qu'on est au-dessus, c'est qu'on opprime, eh bien, tout se casse la figure. Donc, il y a la fameuse phrase de Saint-Just, on ne règne pas innocemment, la folie en est trop évidente. C'est sous ce chef d'accusation que Louis XVI a été guillotiné. Bon, puis après lui-même l'a été d'ailleurs. Alors, il y a trois paroles. Ça, c'est ce que distingue très bien Pythagore et qu'il faut le garder en tête, c'est qu'il y a la parole qui exprime. C'est quand Macron parle, il exprime. Mais il y a la parole qui cache. C'est ce qu'il ne dit pas. Et la parole qui signifie, c'est qu'est-ce que ça veut dire quelqu'un qui dit quelque chose et qui ne dit pas ce qu'il doit dire. Donc quand vous divisez en trois le discours que vous entendez, vous approchez de la vérité. Et j'ai entendu une fois Macron parler, il l'a dit une seule fois, d'agenda caché. C'est-à-dire que Macron, pour nous entourlouper, il nous dit une chose, mais il sait très bien qu'il va dans une autre direction. Et quand nous constatons le résultat, il nous dit c'est l'absurdistan. Voilà, c'est facile à comprendre. Donc la preuve de l'idéal politique organique des trois couronnes, donc la réalité politique, elle n'est pas mathématique. Les élections, c'est mathématique. Hein, combien on a de voix? La France n'a pas été faite par les élections, même s'il y avait beaucoup d'élections, elle a été faite par la cooptation. C'est sur l'élite. L'élite, c'est celui qui est reconnu comme le meilleur. Donc toutes ces beautés que vous voyez ici, en Gascogne, ce sont des élites de tout ordre, des élites professionnelles, des élites ci, etc. Quand vous voyez la magnifique abbaye que nous voyons en arrivant, ça n'a pas été fait comme ça par des mathématiciens, de faux mathématiciens d'ailleurs. Donc, la preuve de l'idéal. L'idéal conciliation entre la verticale et l'horizontale. Les gilets jaunes sont arrivés à rien parce qu'ils étaient sur l'horizontale. Il faut l'union des deux. Comment est-ce qu'on unit harmonieusement l'horizontalité et la verticalité? Ça, c'est la clé. Que faire? L'idéal du possible. Ce qu'on nous dit, c'est que la démocratie, c'est l'idéal. Et j'ai même entendu dire la fameuse phrase, il n'y a pas de système idéal, c'est Overton qui disait, mais effectivement, il prenait la phrase anglo-saxonne, mais la démocratie, c'est le pire des systèmes, il n'y a pas de meilleur. Si, il y en a un meilleur, nous allons le voir. Bon. Donc la démocratie, c'est soi-disant l'idéal, mais on constate que ça ne marche pas. Maintenant, même mon coiffeur, ma coiffeuse le remarque. Même la caissière le remarque. On voit bien qu'on est plus libre, ça ne marche pas. On ne peut pas s'exprimer. Quand vous avez 80% de gens qui ne veulent pas d'une réforme et qu'on continue, quand vous avez le 49.3, c'est que ce n'est pas la démocratie. Donc il faut bien se dire, il y a quelque chose qui tourne par rond. C'est quoi? C'est un truc. Et puis, l'origine de l'absurdistan. Alors, le constat, je vais très rapidement, vous le savez par cœur, je ne suis pas là pour vous parler du problème, mais de la solution. Mais vous voyez qu'aujourd'hui, tout marche à l'envers. Bon, le rejet croissant de la démocratie, le gouvernement du peuple par le peuple pour le peuple, cette pratique conduit à l'inverse de ses promesses. En France, on a... toutes les valeurs sont inversées, etc. La colère monte. Vous pouvez prendre les herboristes qui n'existaient pas, le référendum de 2005, l'école qui ne marche pas, le mariage qui marche à l'envers, les gilets jaunes, pas de débat, désindustrialisation. Je suis président de l'ERAMA. L'ERAMA, c'est l'Alliance internationale pour la reconnaissance des apports de Maurice Allais, le prix Nobel. Bon. Et moi, il est mort maintenant, Maurice Allais, il avait bien écrit un livre
mondialisation, destruction de la croissance et de l'emploi. C'était pas la peine d'être prix Nobel pour voir qu'on détruisait l'industrie. Comment se fait-il que les Français, évidemment, c'est-à-dire le pouvoir, nous ait désindustrialisés? Donc on est dans l'absurdistan en permanence. Mais ça, c'est parce que le système est monté à l'envers. Si vous avez une voiture, que le tuyau d'échappement, vous le rentrez à l'intérieur, ça va aller mal. Bon, alors... Donc, le système idéal, voilà. Alors, je vous rappelle quand même, il faut savoir, parce qu'il y a des gens qui se plaignent des exactions, il faut savoir que l'arbre de la liberté, c'était l'arbre de la liberté parce qu'on pendait les gens. Vous prenez aux États-Unis les fils de la liberté réalisant le supplice au goudron sur un percepteur. Mais en France, vous avez 2 hommes pendent un prêtre à la lanterne lors du pillage des caves des Tuileries après la journée du 10 août. Le mot déchristianisation date de 1792. La déchristianisation, c'est 1777. Comment se fait-il qu'on ait un régime qui détruise la religion du peuple? Quand vous promenez ici, vous allez à la mairie de Saint-Ferme, qu'est-ce que vous avez? Vous avez l'église qui colle à la mairie. Donc si ce n'est pas l'union de l'église et de l'État, c'est quoi? Donc si vous faisiez venir un martien archéologue, il visite la France, il voit partout des églises, des crucifix, et il voit des emblèmes royaux, et il dit, mais le gouvernement, donc vous avez un gouvernement catholique, vous avez un roi, non, il lutte contre ça. La pire chose, c'est, mais alors comment se fait-il que tous vos monuments représentent ça? Tous ces monuments, qu'est-ce qu'ils disent? Et là, il dit, bon, c'est très bien, mais qu'a fait la République? Il n'y a pas un seul monument qu'a fait la République. C'est ce qu'a dit Malraux. Nous n'avons fait ni monument, ni tombeau. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun symbole, nous allons parler, de constructeur de la République. Alors, on passe très, très rapidement. Le mécanisme du complotisme d'État. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le complotisme, il n'est que d'État. C'est-à-dire, c'est le fait pour celui qui a le pouvoir d'accuser quelqu'un d'un crime qu'il n'a pas fait et de l'assassiner. C'est ce qui s'est passé avec Danton après la prise des Tuileries. C'est-à-dire qu'il y avait des pauvres gens qui étaient dans les prisons, et comme il fallait les liquider, il a dit il y a un complot dans les prisons. Vous voyez, c'est quand même pas le meilleur moyen de faire. Ben, hop, ils ont tous été éliminés. C'est les massacres de septembre, pendant lesquels il y a eu la préparation des élections de la Convention. Donc là, c'est une atrocité, si vous voulez, et c'est très important parce que vous avez là-haut Lafayette et Bailly qui ont assisté à ces atrocités et qui n'ont rien fait. Vous avez un pauvre homme, c'était donc promenade expiatoire de Foulon. Vous voyez, Foulon, il y avait une tête, mais c'était une vraie. Tandis que dans les manifestations qu'il y a eu au début de l'année, c'était une tête, mais quand même une fausse. Et nous avons un régime qui se recommande de la première République terroriste au monde. C'est-à-dire que la République, la première, n'a pas été purgée. Donc c'est encore les bases symboliques qui légitiment le pouvoir actuel. Et quand, vous allez voir, et donc, vous avez promenade expiatoire de Foulon. Une semaine après la prise de la Bastille, l'intendant Foulon fut pendu et décapité. Il eut droit à ce qu'on appelait alors une promenade expiatoire, qui consistait à empaler la tête du supplicié au bout d'une pique, puis à la brandir tout au long des artères de la capitale. Vous voyez? Ça fait sympathique. Et ce qu'il faut savoir, c'est comment ça s'est passé. À l'hôtel de ville où il est arrivé, il y avait Lafayette et Bailly, n'ont pas osé sauver de l'horreur. Alors, ce qui est important, c'est que n'étant pas en sécurité à Paris, il s'était réfugié. Bon, l'ancien secrétaire d'État à la marine, etc., malgré son âge et près de 75 ans, il est conduit à Paris avec, dans la bouche bourrée de foin. Comme il fait chaud, on lui donne à boire du vinaigre poivré et on suit le visage avec... Voilà ce qu'est la révolution dite française qui a porté la liberté au monde. Et ça n'a jamais été... alors je passe rapidement. Bon, alors, les symboles vandalisme. Ce qui est très important, c'est la destruction des symboles. Parce que la guerre, c'est la destruction des symboles de l'ennemi. Et une fois que vous avez détruit ces symboles, il est mort. Eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est qu'après la chute, le 10 août 1792, il y a une flambée de violence contre les symboles de la royauté et la féodalité, et l'Assemblée a adopté un décret le 14 août 1792 en considérant que les principes sacrés de la liberté et de l'égalité ne permettent point de laisser plus longtemps sous les yeux du peuple français les monuments élevés à l'orgueil et au préjugé de la tyrannie. Ça, c'est ce qui était le vandalisme. Et heureusement, nous avons notre patrimoine qui n'ont pas pu enlever, puisqu'ils en profitent, nous allons le voir. Donc, alors, et ça, il faut comprendre ça, ça fait partie de la guerre. Alors là, les droits de l'homme, je vais très rapidement, personne ne sait ce que c'est que les droits de l'homme. Alors je vous donne la clé, il y a le haut et le bas. Le bas, c'est écrit en français. Et il y a marqué, je vais très très vite, par article 1, les hommes naissent libres et égaux en droit. Donc tout le monde croit avoir compris, mais si vous continuez à lire le reste, tout le reste vous enlève ce droit. Au début, vous êtes libre et égal, et à la fin, vous êtes esclave et sous la botte. Alors, article 3, le principe de toute souveraineté réside dans la nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer l'autorité qui n'en émane expressément. Ça veut dire qu'il n'y a qu'un pouvoir, c'est le mot nation. C'est-à-dire c'est une super monarchie. Il n'y a qu'un mot, nation.
Les mères de famille n'ont aucun pouvoir si la nation ne leur donne pas. Les pères de famille non plus. Le chanteur n'a pas le droit de chanter, il n'a pas d'autorité. Vous n'avez pas le droit d'enseigner. On voit le problème de l'enseignement si la nation ne vous l'accorde pas. Il n'y a aucun droit naturel. Voilà la situation. C'est les droits de l'homme, c'est une mise en esclavage au nom de la liberté, et on commence à le voir. On ne peut décider de rien. Mais ça, c'est pour le bas. Mais ça, c'est pour les nuls, si je peux dire. Mais au-dessus, vous avez le symbolisme. Alors le symbolisme, je vais très rapidement, il y a beaucoup de choses à dire, c'est le triangle lumineux. Alors les chrétiens vont dire le triangle, c'est la Sainte Trinité, puis il y a un œil. L'œil, c'est celui qui vous surveille, je vous le dis en passant. Bon, mais il y a milieu. Et en fait, c'est le symbole de la franc-maçonnerie. C'est pas un symbole, c'est le symbole. Or, dans les loges, quand vous rentrez, le triangle lumineux doit être allumé en permanence pendant une tenue. Mais je continue. Les francs-maçons, on en parlera, puisque c'est d'eux qu'il s'agit, ce sont eux qui ont apporté cette troisième alliance qui annule la deuxième alliance du christianisme. Et c'est pour ça qu'ils lancent la déchristianisation. Ils apportent un nouvel évangile, de soi-disant la liberté, et donc il faut détruire l'ancien. Donc la logique de la laïcité, c'est la destruction totale du christianisme. On voit avec les symboles, le mariage, tout ça. Il faut quand même comprendre. Maintenant, les sexes, on ne sait plus. Il y a des gens qui passent à l'école et qui disent aux enfants de 3-4 ans tu es un garçon, donc tu peux être une petite fille. Voilà où on en est. Mais c'est la déchéance. Nous devrions avoir totalement honte, mais ça se fait toujours au nom de l'égalité, la liberté, et personne n'ose bouger. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit qui a été remplacé au nom de la liberté, de l'égalité, de la sainte fraternité. Bon, nous sommes chez des théologiens. C'est-à-dire que ce qui domine un peuple, c'est toujours la théologie politique. Il y a toujours les deux. Avant, il y avait l'Église et l'autel, et maintenant, il y a la franc-maçonnerie et la dite République qui n'est pas une République. Mais je vais plus loin. En bas, vous avez ce que je dis, mais en haut, qu'est-ce que vous avez? Eh bien, vous avez l'initiation des symboles. Or, ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes dans un régime initiatique. C'est-à-dire qu'il y a les francs-maçons qui sont les initiés, et les autres sont des C, 3 petits points. Donc ceux qui disent « nous sommes libres », eh bien eux-mêmes, ils sont considérés comme les initiés par rapport à qui ça parle. Donc nous ne sommes pas dans une république du tout égalitaire, il y a ceux qui ont le droit de commander, et si vous êtes franc-maçon, je pense à Valls, très rapidement, vous franchissez la frontière, vous êtes naturalisé, vous retrouvez Premier ministre. Mais si vous avez quelqu'un de bien qui veut être Premier ministre, c'est interdit, c'est le plafond de verre. C'est pour ça que nous sommes dans l'absurdistan. Alors, c'est le 5 octobre 1789, donc il y a eu la signature. Là, c'est là que Louis XVI a signé son arrêt de mort, puisqu'il a signé la triple inversion. C'est-à-dire, dans les droits de l'homme, ce qu'il faut comprendre, c'est que les commandements de Dieu sont remplacés par les droits de l'homme. Et là, on est dans la grammaire. Commandement est remplacé par droit, et Dieu est remplacé par l'homme. Il y a deux inversions. Et après, le roi est remplacé par le mot peuple. Donc, les droits de l'homme, c'est une inversion, c'est la révolution. Et la révolution, c'est l'inversion du langage. C'est pas du tout le peuple qui prend le pouvoir. Le peuple, il parlait même pas français. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que tous nos malheurs viennent de l'inversion des vraies valeurs, qui sont les valeurs de beau, de vrai et de bien. Alors, vous avez l'inversion, maintenant nous sommes divisés entre initiés et non-initiés, et ce sont les initiés qui gouvernent. Mais ils ont un autre but que le nôtre. Ils ne nous aiment pas, ils nous détestent. Et on le voit, quand vous avez un président de la République qui dit en Algérie que la France est coupable d'un crime contre l'humanité, c'est pas une preuve d'amour. Or, il s'est fait lire en disant « Élisez-moi, je vous aime ». Voilà ce que c'est qu'une loge. Alors ce qui est intéressant, ça ressemble bigrement à une église. Mais comment se fait-il que ces gens-là qui nous gouvernent soient pour la laïcité, mais aient une contrefaçon de religion? Parce que la franc-maçonnerie, ce n'est qu'une contrefaçon de religion. Ils prennent nos symboles, ils les copient et ils les retournent contre nous. Donc là, c'est un vrai sujet, comme on dit. L'idéal de la parole, alors l'idéal, la devise, ce qui est extraordinaire, je vais très vite, c'est qu'avec la royauté de Louis XIV, dont je vous rappelle que Voltaire lui-même a dit que c'est le siècle le plus éclairé, c'est quand même pas mal, signé Voltaire, nous avons eu la merveille du monde. Parce que, nous allons en parler rapidement, comment se fait-il que Macron, finalement, avec la laïcité, soit allé à Saint-Denis? Comment se fait-il qu'il aille à Versailles? Comment se fait-il qu'il se sert de ces symboles, dont nous l'avons vu, qui sont une honte, puisqu'ils doivent être... Le peuple ne doit pas voir ces symboles, nous l'avons vu. Comment se fait-il? C'est parce que le pouvoir est dans les symboles. Donc ils prennent le pouvoir des symboles pour se grandir et ils les retournent contre nous. Là, on est dans la magie politique. Et quand Macron s'est fait représenter 1 an avant son élection, il est allé à Orléans et il s'est fait représenter comme Jeanne d'Arc. Personne n'a noté ça. C'est historique, je donne les faits. Donc pourquoi a-t-il eu besoin de faire semblant d'être Jeanne d'Arc en disant que la République en marche, c'était l'armée de Jeanne d'Arc? Non, il faut voir pour y croire. Parce que justement, ils ont besoin de nos symboles pour nous assassiner. Ils retournent nos symboles contre nous. Et ça, je l'ai exposé dans ce livre. Alors, ce qui est très beau dans Louis XIV, qui est critiqué par tout le monde d'ailleurs,
Mais c'est que Louis XIV, son programme politique est extraordinaire. Dès 1662, dans le grand carrousel qu'il a fait pour la naissance du dauphin, il a pris un emblème. Et ça, vous allez voir, ce n'est pas le programme de Macron. Qu'est-ce qu'il dit, Louis XIV? Parce qu'il l'a réalisé. C'est extraordinaire. Il dit ce que je vais faire, et il l'a fait, et le monde entier l'applaudit. Il dit, il a choisi, donc il a dit, donc le carrousel m'a fourni le sujet de ses réflexions, etc. Il a choisi donc, il cherchait quelque chose qui représente en quelque sorte les devoirs d'un prince, et l'excite éternellement moi-même à les remplir. Donc il choisit l'emblème qui va l'aider à faire le bonheur de son peuple. J'ai choisi pour corps le soleil, qui, dans les règles de cet art, est le plus noble de tous, et qui, par la qualité d'unique, par l'éclat qui l'environne, par la lumière qu'il communique aux autres astres, qui lui compose comme une espèce de cour, pour le partage égal et juste pour cette lumière à tous les divers climats du monde, par le bien qu'il fait en tout l'heure, produisant sans cesse de tous côtés la vie, la joie et l'action, par un mouvement sans relâche, où il paraît néanmoins toujours tranquille, par cette course constante et invariable, dont il ne s'écarte et ne se détourne jamais, est assurément la plus vive et la plus belle usage du grand. Donc il prend le soleil. Alors maintenant, nous allons voir ce qu'il a fait. C'est-à-dire que le Conseil du Roi, quand vous voyez tous les ministères, toute la France, qui n'était pas bien moins peuplée que maintenant, 2 fois moins, c'est presque pareil, toute la France était dirigée par là. Avec ceci dit, Ayagon a changé, la table était à l'inverse, hein, c'est pas grave. Donc vous avez ici, toute la politique de Louis XIV a été faite. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et vous aviez toujours se répercuter jusqu'au plus proche du peuple, les conseils, etc. Donc le roi de France et de Navarre conduit la destinée de la France, le roi de France. Donc quand vous pensez que dans la tête d'un seul homme, il s'est passé ce que je vais voir, vous avez le Conseil du roi. Et qu'est-ce que ça a donné? Vous avez la suprématie européenne, vous avez le traité de Rastatt, et le premier à être rédigé en français plutôt qu'en latin. Protection des frontières, traité de Pyrrhanie, frontières, etc. Vous avez la Louisiane, ça vient de Louis XIV. Vous avez Vauban, la ceinture dont il a été parlé. Vous avez les Invalides pour la place d'Armes. La place d'Armes, c'est les Invalides. Les Invalides, c'est Louis XIV. C'est avec ce dôme, évidemment, religieux. Vous avez actuellement les conquêtes, là-bas, parce que Louis XIV, voulant protéger la France de Lampedusa, non, j'ai fait une lapsus, voulant protéger, il a écarté la frontière pour protéger Paris. Voilà un souverain, un régalien, un véritable régalien. Ensuite, vous avez les académies de recherche, l'Académie française, l'Académie des sciences, l'Académie des belles lettres, la danse, le langage de la langue est français, pour ces raisons. Le jardin botanique, bon, il supplante Rome. Le but, c'est que le jardin de Versailles soit le plus beau jardin de l'Antiquité. Il a repris le modèle de l'Antiquité pour en faire un moderne. Voilà la tradition vivante. Et vous avez le symbole des rois, Invalides. Bon, voilà. Donc voilà ce qu'il a fait. Alors, le Conseil, on l'a vu. Maintenant, vous avez les conquêtes de Louis XIV. Je passe rapidement. C'est quand même pas un détail. Hein. Je vous rappelle que Napoléon, qui a son arc de triomphe, eh bien, finalement, il a réduit la grandeur de la France. Hein. Bon, c'est un arc de... Bon. Alors, vous avez l'égalité ou non. Donc, le principe de Versailles, c'est pas l'égalité. L'égalité ne construit que des cages à lapins. C'est-à-dire, c'est le nombre d'or. Et le nombre d'or, c'est très important, c'est bien connu en art, en architecture, partout. C'est l'idée qu'on doit être proportionné à quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que le plus faible est proportionné au fort, plus fort comme le plus fort est proportionné à l'ensemble des deux. Donc c'est la règle de l'harmonie. Toute la belle architecture est basée sur le nombre d'or, et non pas sur l'égalité. Alors oui, ça, ce château de Versailles, le monde entier encore de l'envie, et même la plus haute assemblée de la République, elle est où? Elle est à Versailles, c'est le Congrès. Et je disais un jour à un général en peau de lapin à Versailles, je disais, mais la République, il m'a dit, vous êtes royaliste? J'ai dit, non, c'est la République qui est royaliste, parce que sans le château, il n'y a plus rien. Bon. Alors, Versailles, symbole légitimement, c'est le seul lieu au monde qui articule un château, une ville et un jardin. Donc, et alors, Versailles est légitimement, Versailles légitime tout maintenant. Il légitime, par exemple, pour faire l'Empire d'Allemagne, vous avez l'Empire d'Allemagne a été décrété dans la Galerie des Glaces. C'est pas par hasard. Bon, vous avez le traité de Versailles, hélas, a été signé là. Macron, quand il invite, c'est là. Et lorsque les Américains veulent saloper notre art, avec Jeff Koons, ses sextoys, avec la complicité du gouvernement, il a fait l'exposition des sextoys dans les grands appartements royaux. Et là, j'ai mené le combat, à l'époque, en temps utile. Bon, il y a deux systèmes de valeurs symboliques. Il y a le système français, hein, qui est celui des Lumières européennes, et celui, en gros, des Anglo-Saxons, bon, qui est le symbole de la destruction. Alors, très rapidement, donc vous avez deux symboliques au monde. Vous avez le système, là j'ai mis
trinitaire, le système notamment franc-maçon, vous avez l'art royal des Lumières et l'art royal français. C'est-à-dire que Louis XIV, c'est l'art français, mais les francs-maçons ont une magie, c'est l'art royal, d'utiliser les symboles pour atteindre l'objectif. N'oublions jamais que les francs-maçons, ce ne sont que les services secrets britanniques. C'est-à-dire que c'est la main armée de l'Angleterre. Et là, on a la sapition. Donc, je vais rapidement, parce que... Et alors, le symbole, c'est l'épée pour trancher. L'épée de vérité. Alors, l'envoi, bon, le plan stratégique, ça c'était le 29, c'est qu'effectivement, il faut substituer la vérité à la liberté dans l'ordre logique pour remplacer partout ceux qui ont l'art de mentir par ceux qui ont le droit de commander. C'est-à-dire que la place d'armes, ce sont les militaires qui, en principe, ont le droit de commander. Et nous sommes dirigés en politique par ceux qui ont l'art de mentir. Donc, il faut inverser la proposition. Voilà, c'est le but. Bien. Et, bon, alors, voilà. Le plafond de verre, c'est le plafond de verre bon, de l'inversion. Je vois comment il faut verser. La langue révolutionnaire, c'est extrêmement important, c'est qu'on a la chance d'avoir un Français qui a décrit ce langage qui fait l'inverse de ce qu'il dit. C'est dans son discours du 31 décembre 1794, un siècle avant Orwell, qui a décrit, et il est censuré. L'Académie n'en parle jamais. C'est-à-dire que ce qui nous donne notre légitimité, puisqu'il ne faut pas la légitimité, c'est que nous savons que nous avons une arme truquée. C'est la langue révolutionnaire qui est au gouvernement. Bon, alors, je le vais assez rapidement. C'est un nouveau dictionnaire. Tous les mots essentiels de la langue, disait l'art, sont aujourd'hui en sens inverse. Le vertu signifie crime signifie vertu, etc. Alors on y va, bon, puisqu'il faut quand même avancer. Et il dit à la fin qu'effectivement, tous les tyrans donc utilisent, révolutionnaires, utilisent cette langue. Alors, bon, on va... c'est une langue monstrueuse, enfin c'est la langue d'Orwell, mieux dit que Orwell. Bon, je vois qu'il faut. Alors, toujours l'arme secrète d'aveuglement. Bon, c'est cette langue orwellienne, trompeuse, qui est la langue de la Révolution, c'est pas moi qui le dis, c'est l'art, c'est repris, qui nous tient enfermés. Donc nous devons nous libérer de cette langue mensongère qui, chaque fois qu'il y a un crime qui est fait, on dit « Ah oui, mais on le fait au nom de la liberté, au nom de l'égalité. » Donc Lampedusa, on veut nous assassiner, nous envahir, au nom, soi-disant, de l'amour, etc. Et c'est cette langue qui, inconsciemment, auquel on se réfère en permanence pour mourir. On dit « Attendez, bon, le mariage pour tous, c'est vraiment incroyable. » La chose la plus universelle, puisque la République se prétend universelle, c'est qu'un homme, une femme, ça fait une famille, eh bien, au nom de la sainte égalité, tout le monde a reculé. Alors il y a le mot fasciste, il y a le mot sexiste, il y a le mot etc. Donc, comme l'a très bien dit le capitaine Fabre-Bernadac, effectivement, il faut avoir un langage maintenant offensif. Alors, il y a le mot traître, il y a le mot faut voir, mais maintenant, il faut que le terroriste change de camp et pour gagner. Alors, maintenant... Bon, on va peut-être conclure bientôt parce que nos amis sont attentionnés depuis le début de l'après-midi. Si on peut simplement quelques mots conclure. Non, alors je conclue, mais vous voulez que je conclue ou pas? Donc, oui. Ils ont faim, ils ont soif. Non, ils n'ont pas soif. Ne faites pas. C'est un ventriloque. Il veut vous faire parler. Et moi aussi, je connais le ventriloque. Oui. Alors, je termine. Non, merci encore. Hein, mais... Alors, non, je termine. C'est très important. C'est très. Alors, très important. Non, mais et on conclut. Je vais très vite. C'est que la guerre qui nous est faite a été avouée par William Pitt. Et ça, c'est capital. C'est William Pitt a décrit la méthode de base le 5 juillet 1789 dans sa relation de correspondance avec le duc de Dorset, qui était l'ambassadeur. Et il lui dit « Mon cher Lord », et je vous rappelle, la Bastille va tomber après. « Mon cher Lord, le rôle des puissances voisines, il parle de lui et de ses alliés, dont vous êtes la tête d'influence, et la même qu'il y a dans tous les temps et dans toutes les contrées. C'est de semer des ombres entre les peuples et leurs chefs. C'est de suggérer au sujet les moyens d'avilir, d'abaisser, d'anéantir la souveraineté. C'est de faire adopter quelque forme d'administration égale, nuisible à tout le corps national qu'elle appauvrit, sous les prétextes de travailler à sa liberté, et au souverain dont elle anéantit toutes les prérogatives, alors que le monarque trouve autant d'autorité opposée à la sienne qu'il y a d'ordres différents dans l'État. Alors sa volonté n'est rien, sinon le secours de ces différentes volontés. Alors il faut qu'il assemble, qu'il propose, qu'on délibère dans toutes les choses, etc. Et alors on lui donne des tuteurs comme à un peuple imbécile. Et ces tuteurs sont des hommes sur la malveillance desquels il peut tomber. Mais quel est l'état de la nation qu'on propose l'influence des puissances étrangères? C'est la France. Elle a tout confondu, tout bouleversé, tout séduit par son argent.
et par ces nuées. Il n'y a plus qu'un parti en France, c'est le parti livré à l'influence de l'étranger. Il n'y a plus que des factions hypocrites. Le royalisme n'est qu'une hypocrisie, l'anti-royalisme est une autre. Ce sont deux masques différents de l'ambition et de la cupidité. La nation n'est plus alors qu'un amas d'âmes scélérates et vénales. C'est la main de l'Angleterre qui a fait la chose. Alors je conclue le plus possible. Donc la méthode Pitt, j'y vais, la paralysie. La méthode de combat, c'est la paralysie. Là, vous avez la paralysie plus que la destruction. Donc, vous aurez ça en pour avoir cette paralysie. Alors, on conclut. Alors, il faut quand même le dire, la France, tout le monde en parle. La France, c'est la création de plusieurs choses. Vous avez la royauté, vous avez les guerriers, c'est l'armée. Troisièmement, vous avez la religion catholique. Quatrièmement, vous avez le clergé gallo-romain. Et après, vous avez les peuples libres de France. Parce que la Révolution a détruit la liberté des peuples. Voilà. Alors, maintenant, donc vous voyez que la Gaule, c'était on va comme ça. peut-être conclure. Alors, je conclus. Le bleu, s'il blanc, vous plaît, rouge, parce que... ça vaut la peine. Bon, juste, je termine. Le bleu, blanc, rouge, c'est la couleur traditionnelle de la maison du roi. Je vous le dis en passant. Et maintenant, on va arriver aux armes ici. De Gaulle a dit... La guerre fut faite à coups d'épée, la fleur de lys symbolise l'unité nationale. Je termine. Les invalides, voilà. Vous avez, en 1797, la prise du pouvoir, on en reparlera puisqu'on n'a pas le temps. Et je vais terminer quand même sur la bête immonde à détruire. Comme ça, vous allez regretter de ne pas avoir vu, mais c'est pas grave. Attendez, il faut que ça tourne. Alors, vous avez ici quand même, Macron est allé à Saint-Denis pour faire son tour dans le Toulbet. Donc ils ont constamment besoin du religieux pour se crédibiliser, je le dis en passant. Là vous avez une super... Ah oui, si, ça c'est avant. Napoléon a donné la solution à nous. Quand il a vu que tout partait en quenouille, en 1802, c'est-à-dire 10 ans après la prise des Tuileries, il a dit il faut remettre de l'ordre dans la maison. Ça c'est le programme de Place d'Armes. Il a dit il faut réconcilier les Français épuisés par 10 ans d'instabilité. Il faut fédérer autour d'un chef, d'un idéal commun, l'honneur. Ça c'est Place d'Armes. Et unir les courages des militaires au talent des civils comme le symbole fort d'un État puissant. C'est exactement le programme de Place d'Armes. Bon, bah écoutez, merci en tout cas, monsieur. Encore un dernier mot, juste cette page. Et vraiment, ils ont tout compris, n'est-ce pas? Ils veulent supprimer les symboles chrétiens, sauf dans les cimetières. Alors la bête immonde à abattre, ce pauvre Louis XVI, on n'a pas le temps d'en parler, mais nous le verrons tout à l'heure. Le symbole, alors il faut savoir que le bonnet phrygien, c'est le bonnet de la République, des francs-maçons et des pirates. Le pirate, les frères de la côte, c'est liberté, égalité. Et j'ai terminé, là on pourra en parler, mais on arrive maintenant, la haine de la France, le symbole, c'est le bonnet phrygien. C'est-à-dire c'est le symbole de l'absurdistan, du terrorisme, de l'esclavagisme, de la possession. S'il vous plaît, un peu de silence. Je vous laisse sur la fin, hein, mais sachez que le bonnet phrygien, c'est le bonnet des pirates, c'est le bonnet de la franc-maçonnerie, et je peux vous dire, parce que j'ai été décoré, c'est le bonnet à partir duquel, en 14-18, vous aviez pour la civilisation, et de l'autre côté, vous aviez le bonnet phrygien. Donc, si vous détruisez le principe qui nous opprime de toutes ces contre-valeurs, en détruisant, c'est un acte magique, vous chargez la destruction du bonnet phrygien de tout la volonté de détruire, les réduire en dents, et à ce moment-là, vous êtes libre. Pour être libre, il faut détruire le bonnet phrygien, qui est présenté faussement comme le bonnet de la liberté, et qui est l'esclavage. Parce que ce que veut dire le bonnet phrygien, et ça je termine, c'est très important, c'est une honte pour nos ancêtres. Le bonnet phrygien veut dire que ceux qui ont fait la France, c'était des esclaves, et que nous sommes libres. C'est l'absurdistan. Donc nous ne pouvons pas supporter que le bonnet phrygien, sur les mairies, prétende que nos ancêtres étaient des esclaves. Donc il faut réduire ensemble les bonnets phrygiens, et à ce moment-là, c'est le début, c'est le premier acte de la prise du pouvoir. Nous nous libérons de notre emprise du bonnet phrygien. On peut applaudir la performance, parce que c'est une performance.